Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter la tenue portée par un chasseur alpin de la 3e division de Gebirgsjäger pendant la bataille de Narvik en avril 1840. Avant toute chose, je tiens à remercier mes partenaires et sponsors. Tout d'abord, La Petite Musette, Nordland 1144, Nestoff et Military Harbor. On en reparle au cours de la vidéo ainsi qu'à la fin. Pour rappel, cette vidéo n'est qu'une base qui servira à constituer votre uniforme. Ce n'est en aucun cas une excuse pour vous éviter l'achat de livres, de magazines spécialisés, voire de faire vos propres recherches sur internet. Vous pourrez sans doute me contredire ou compléter mes propos, et si c'est le cas, je vous invite à laisser votre avis sourcé pour que nous puissions échanger sur vos idées. Je ne présenterai que ce que je porte pour vous éviter une vidéo qui durerait 2 heures, et vous pourrez retrouver tous les éléments qui composent cette tenue dans la description avec le timing correspondant. C'est le 1er avril 1838 à Graz que fut créée la 3e division de chasseurs de montagne. Elle était issue des 5e et 7e divisions de la Bundesheer autrichienne. La division est commandée par le général-major Edward Dietl, tout juste promu le même jour. Elle est alors constituée de 2 régiments de Jäger, les 138 et 139e régiments, d'un régiment d'artillerie, un régiment de chasseurs blindés, un bataillon de sapeurs, une unité de propagande, une unité de reconnaissance et une troupe d'approvisionnement. La division est transférée en Haute-Silésie en août 1839 pour se préparer à l'invasion de la Pologne, qui fut un succès avec très peu de combats. La division arrête sa progression lors de la capitulation de la Pologne et prend de nouveaux quartiers dans la région de Prešov, en Slovaquie. Elle est transférée à Döberitz pour se préparer à partir de mars 1940 pour la future opération Weserübung visant à envahir la Norvège. En avril 1940, la division est acheminée par destroyer et les 2 principaux régiments font alors bande à part. Le 139e régiment est débarqué à Narvik, occupé dès le 9 avril 1940. Mais les destroyers sont coulés les 10 et 13 avril par la marine britannique, privant de fait le régiment de tout soutien extérieur. Les 2600 marins survivants rejoignent alors les troupes au sol et participent à la défense de la ville contre la coalition britannique, française, polonaise et norvégienne. En vain, les Alliés reprennent la ville et repoussent les Allemands en dehors de Narvik. Les combats se poursuivent jusqu'au 24 mai, date à laquelle les Alliés commencent à abandonner la Norvège, la situation en Europe centrale étant catastrophique. Les troupes polonaises et norvégiennes réussissent tout de même à repousser les Gebirgsjäger jusqu'à la frontière suédoise. Mais les Allemands reviennent sur Narvik sans combat le 9 juin, la Norvège capitulant le 10 juin 1840. Pour honorer les participants à cette bataille, une plaque de bras Narvik fut fabriquée et distribuée à 2338 soldats. Pendant ce temps, le 138e régiment participe à la capture de Trondheim, au centre du pays. Il débarque également le 9 avril et prend rapidement le contrôle de la ville et de son aéroport. Mais entre le 15 et le 18 avril, 13 000 soldats britanniques débarquent autour de la ville. C'est au prix de pertes importantes et avec l'aide de la 2e division de chasseurs de montagne que les Allemands repoussent les Anglais, qui évacuent la région entre le 1er et le 3 mai. Le régiment peut alors envoyer des renforts pour le 139e bataillon à Narvik, certains par avion, d'autres par route. Mais la progression reste lente du fait de la grande présence des Britanniques. Un petit détachement symbolique atteint Narvik le 13 juin. Après la campagne, la 3e division reste en Norvège comme force d'occupation dans la partie nord du pays, entre Narvik et Nordreisa. Le commandant de la division change 2 fois. Tout d'abord, Julius Ringel succède à Dietl, puis Hans Kreising prend la suite le 23 octobre 1941. En juin 1941, elle participe à l'opération Barbarossa pour envahir la Russie en passant par le nord et la frontière finlandaise. De violents combats ont lieu et durent plusieurs mois, empêchant la progression des chasseurs de montagne. Son objectif initial était Mourmansk. Devant de nombreux échecs, la division est renvoyée en Allemagne en janvier 1942 pour être réapprovisionnée en hommes et en matériel. Elle aura perdu 1000 hommes et 2600 blessés au cours de cette offensive, faisant de cette division la première à ne pas atteindre ses objectifs contre l'armée rouge. La division est alors réorganisée avec plusieurs changements, notamment le 139e régiment qui est fusionné avec le 112e régiment d'artillerie de montagne, remplacé par le 144e régiment nouvellement créé, issu du transfert de 2 régiments de la 5e division de Gebirgsjäger. La division est renvoyée au combat en août 1942 et atteint le front nord le 28 septembre, anéantissant les unités ennemies le 1er octobre 1942 avec 2500 prisonniers. À la mi-octobre, la division est transportée vers le sud du pays et le 138e régiment est engagé dans la bataille de Veliki Luki
pour tenter de sauver tout un groupe d'Allemands encerclés par les Russes. Mais sans succès, manquant elle-même de se faire anéantir, subissant 826 tués, 2436 blessés et 105 disparus. Pendant ce temps, le 144e régiment est transporté vers le Caucase et se retrouve encerclé à la fin décembre 1942, dans la région de Milrovo, à 300 km à l'ouest de Stalingrad, mais réussit à s'en sortir pour rejoindre le Donetsk, plus à l'ouest, où elle tient ses positions jusqu'à fin janvier 1943. Les deux régiments purent enfin se retrouver et la division fut transférée en train dans la région de Koursk pour participer à l'opération Citadelle, où elle combattit vaillamment, mais au prix de lourdes pertes, 650 morts de leur côté, contre plus de 2000 morts soviétiques. S'ensuit alors une longue retraite, les soviétiques étant plus forts, et les chasseurs peu approvisionnés en hommes et en troupes. La division se replie vers la Roumanie début février 1944. Elle se retrouve même encerclée le 12 février, mais réussit à se libérer. Différents transferts sont opérés pour renforcer d'autres groupes de combat autour, pour finalement revenir dans la 3e division, où elle rejoignit les Carpates orientales, où elle fut renforcée avec de nouvelles troupes. La division subit cependant le revirement de situation en Roumanie, suite au coup d'état du 23 août 1944, et perdit 300 hommes dans la nuit du 24, face à une armée roumaine subitement devenue hostile. Elle mit 2 jours à se réorganiser suite à cette volte-face. La division se replie en Hongrie durant l'automne 1944, puis la Slovaquie, la Hongrie étant récupérée petit à petit par les soviétiques et sa propre population. Arrivée en avril 1945, après de nombreux combats dont il serait beaucoup trop long de faire la liste ici, la division doit se rendre en République tchèque contre les soviétiques. De nombreux chasseurs tentèrent de rejoindre l'Allemagne pour se rendre aux Américains, mais la plupart échouèrent. Le lieutenant-général Paul Klatt, le dernier commandant de la 3e division de Gebirgsjäger, fut fait prisonnier par les Russes et ne fut libéré qu'en 1955. La tenue des chasseurs alpins allemands, ou Gebirgsjäger, pendant la Seconde Guerre, n'a eu de cesse d'évoluer, prenant en compte la réalité du terrain, ainsi que les économies à faire au fur et à mesure des restrictions. Ainsi, la tenue présentée ici, qui correspond à 1940, peut ne plus être valable pour 1942, la vareuse et certains équipements pouvant évoluer. Par-dessus leur maillot de corps et en dessous de la vareuse, une chemise sans col était portée, réalisée en coton assez grossier. Elle se ferme sur le haut par des boutons métalliques. Cette chemise réglementaire n'était pas très appréciée de la troupe, certains chasseurs préférant donc la remplacer par des chemises civiles avec un col. L'absence de col était en effet volontaire pour porter le faux col, beaucoup plus facile à changer car considéré comme consommable, la transpiration endommageant fortement cette partie. Par-dessus, une plaque d'identité ou Air Canucks Mark était portée, avec le matricule et l'unité d'engagement du soldat. Le pantalon M40 spécial Gebirgsjäger ou Berghose fut distribué au fur et à mesure des approvisionnements aux chasseurs alpins. Il comportait des poches latérales qui pouvaient se verrouiller avec un bouton. Une petite poche pour la montre à gousset est placée sur l'avant et on retrouve une poche sur la fesse droite. Une martingale est disposée à l'arrière pour éviter le port de la ceinture. Des boutons sont disposés sur la taille pour favoriser le port des bretelles élastiques. Le bas des manches comporte une sangle de réglage et un crochet. Évolution par rapport au pantalon M37 précédent, permettant de porter le pantalon sans bande moltière, juste avec des chaussettes. Autre évolution par rapport au modèle précédent du pantalon, la couture sur l'avant, qui renforce naturellement le vêtement, ainsi que la couleur passée en felgrau, par mesure d'économie, la version précédente étant couleur gris-pierre. Les chasseurs alpins devaient disposer de brodequins spéciaux, ayant besoin d'un cloutage avancé pour progresser dans les montagnes et sur les sols enneigés. Les Bergstiefel se ferment au moyen d'un lacet qui pouvait être en coton ou en cuir, et certaines versions n'avaient que des œillets, d'autres disposaient également de crochets pour les fermer. Elles sont rembourrées à l'intérieur pour maintenir la chaleur, les rendant très confortables à porter. Attention évidemment au sol lisse et carrelé, sous peine de faire du patinage plus ou moins artistique. Ce sont des reproductions faites par un artisan italien, le cloutage est respecté historiquement avec des petits clous au centre et des gros sur les côtés de la semelle. Des chaussettes réglementaires grises en laine étaient portées en dessous. Pour imperméabiliser la chaussure et également protéger les boucles des lacets et sécuriser l'ensemble, notre chasseur a choisi de porter des bandes moltières, réalisées en drap de laine avec un crochet à l'extrémité, pour l'attacher sur un côté de la chaussure. Et un double lacet permet de verrouiller la bande, qui est repliée pour cacher ce lacet. Ces bandes moltières sont optionnelles, certains chasseurs privilégiant les chaussettes montantes. Distribuée à partir de 1940, la vareuse M40 est une évolution de la vareuse M36, le col vert bouteille ayant été enlevé pour limiter le coût de production. On reste tout de même sur une veste disposant de 4 poches à soufflet, fermant par des rabats en forme d'accolade. 4 crochets sont disposés aux hanches et des bretelles internes permettent de répartir le poids du ceinturon et des équipements sur les épaules. Sur le rabat intérieur droit, on retrouve une petite pochette pour y glisser un pansement, accessible facilement par l'infirmier en cas de blessure. C'est une reproduction de vareuse qui vient de la boutique Nordland 1944,
dont vous pourrez retrouver le lien en description. La vareuse de notre chasseur est agrémentée d'un signe réglementaire et de quelques décorations. Sur le col, on retrouve des Kragelspiel ou Litzen, qui sont ici de couleur générique. Sur le deuxième bouton de la vareuse, le ruban de rappel de la croix de fer seconde classe, décerné pour bravoure au combat. Sur la poche gauche, un insigne de combat infanterie, décerné après 3 assauts réalisés sur 3 jours différents. Sur la manche gauche, le grade de Gefreiter est cousu sur fond gris. Il correspond au grade de caporal dans l'armée allemande. Un aigle de poitrine Bevo sur fond gris est cousu sur l'épaule droite. Et sur la manche droite, on retrouve l'insigne Edelweiss, spécifique pour les chasseurs alpins. C'est ici un modèle brodé, il est ensuite passé en type Bevo au fil de la guerre. On retrouve également des pattes d'épaule sur fond gris avec la Waffenfarbe spécifique des Gebirgsjäger, le vert clair. Les chasseurs alpins percevaient un coupe-vent, une Windjacke, pour pouvoir monter dans les montagnes. C'est ici une parka premier type, reconnaissable à ses soufflets aux poches, ainsi que les rabats en accolade. Elle fut introduite en 1938 et était destinée à être portée par-dessus l'uniforme et l'équipement. Mais inutile de dire que ce n'est pas pratique d'aller au combat avec une parka qui recouvre tout l'équipement. Des poches sont placées à l'avant, celles du bas permettent de transporter du petit matériel, celles sur le ventre sont destinées à se protéger les mains du vent. Chaque poche se ferme au moyen d'un bouton pour sécuriser le contenu. Les pattes d'épaule Gebirgsjäger se retrouvent sur cette Windjacke, mais il était interdit de porter l'aigle de poitrine ainsi que les pattes de col. Les grades de bras n'étaient également pas reportés. Le casque en acier ou Stahlhelm était distribué à toute la troupe, y compris aux chasseurs de montagne. Il était très utile lors des phases de combat, mais n'était absolument pas pratique pour le tir allongé. Aussi nombreux furent les chasseurs à le laisser au ceinturon ou accroché au sac à dos, la casquette souple étant plus confortable, y compris pour grimper les montagnes. C'est un casque double décalcomanie distribué à partir de 1935. Ces œillets sont des pièces rapportées, contrairement à la version d'après, où ces œillets d'aération sont emboutis. Le casque est en une seule partie, à la taille du soldat, avec un serre-tête à l'intérieur, correspondant au diamètre de la coque. La Bergmütze est une casquette spécialement réalisée pour les Gebirgsjäger. Elle est inspirée d'une casquette autrichienne et distribuée à partir de 1938. Elle est réalisée en drap de laine et dispose d'une petite visière et de 2 boutons sur l'avant. L'insigne spécifique des chasseurs alpins, l'Edelweiss, vient se placer sur le côté gauche de la casquette. Sur sa coiffure, notre Gebirgsjäger a placé une paire de lunettes de montagne, destinées à se protéger du soleil, qui peut être violent autant en direct que par les reflets dans la neige. Ces lunettes sont maintenues sur la casquette au moyen d'un élastique muni d'un crochet métallique. Sur l'avant de la casquette, un insigne de type Bevo a une forme de T, liant de fait l'aigle et la cocarde nationale sur le même insigne. Le rabat avant peut se détacher pour servir de mentonnière au soldat, permettant ainsi à ce dernier de se protéger les oreilles du froid. Il s'agit ici du modèle de troupe, le modèle officier étant légèrement différent. Notre chasseur est équipé d'une arme de poing, celui-ci ayant une arme collective. Le holster en cuir noir permet donc de contenir le Luger P08 ainsi qu'un chargeur supplémentaire. Une clé de démontage est contenue dans une petite pochette à l'intérieur du rabat. Le pistolet Luger P08 était réglementaire durant la première guerre et a ensuite été réutilisé pendant la deuxième. C'est ici une réplique d'Airsoft de chez WE, customisée par Trench Airsoft et rebronzée par mes soins. Sur le flanc gauche, une baïonnette de Moser 98K. Notre soldat a choisi d'avoir une arme de corps à corps en plus du Luger, arme qui pouvait également aider lors d'un enrayage de l'AMG. Juste à côté, une pelle pliante M37 glissée dans un étui en cuir noir. Cette pelle était plus pratique que le modèle droit, car moins encombrant. Sur le côté droit, un sac à pain modèle 31 permet de contenir un beurrier, des couverts, une serviette, ainsi que des chocolats et autres denrées alimentaires. Le soldat peut donc survivre quelques jours avec ce nécessaire. Sur le dessus, une gourde M31 avec une housse en feutre et un quart en aluminium. Certains chasseurs pouvaient avoir une gourde de 1 litre, lorsque celle présentée ici est un modèle classique avec une contenance de 75 centilitres. Sur le côté droit du ceinturon, une pochette en cuir permettait de contenir tout le nécessaire d'entretien de la MG34. Le tout est porté sur un ceinturon en cuir noir, muni d'une boucle en fer grainelé, typique du début de la guerre. Faisant partie de l'équipement réglementaire dans toute l'armée allemande, le masque anti-gaz était contenu dans un boîtier en fer. Les 2 éléments sont du modèle 38, et la boîte contient le masque, une cartouche et des optiques de rechange. La boîte en fer est portée en bandoulière, et un passant se glisse sous le ceinturon pour le maintenir à l'horizontale. Le boîtier pouvait être porté par-dessus le sac à dos si jamais il gênait trop son port. Pour se protéger les mains du froid, rien ne vaut des gants en laine. Ce sont ici des gants après-guerre semblables à ceux utilisés à l'époque, la couleur ne changeant pas. Ces gants sont bien pour des températures froides, mais non glaciales, car ils ne sont pas imperméables. Notre homme étant tireur MG, ils peuvent se permettre de porter une paire de jumelles pour repérer les mouvements ennemis et surtout identifier les amis. C'est pour cela qu'ils portent une paire de Dienstglas 6x30, une paire de jumelles réglementaires allemandes. Un petit capot en cuir est placé derrière la nuque, maintenu à la sangle. Ce capot est destiné à protéger les lentilles pendant le transport.
C'est ici une reproduction moderne de chez Nordland 1944 qui dispose de quelques éléments modernes mais qui comporte des graduations dans les lentilles et sont de très grande qualité. Pour transporter l'intégralité des éléments du chasseur de montagne, il était nécessaire d'avoir un gros sac, le tourniquet n'étant pas adapté. Il dispose d'une grande poche principale qui a des compartiments. Le rabat supérieur comporte également une poche à l'intérieur, destinée à y glisser la zelbane ainsi que ses piquets et sardines. Une grosse poche se trouve sur l'extérieur du sac et une poche se retrouve de chaque côté. À partir de là, nous pouvons y glisser des vivres pour plusieurs jours, de l'équipement d'alpinisme et autres accessoires spéciaux en fonction du théâtre d'opération, des changes pour plusieurs jours, la gamelle, vu qu'elle n'est pas portée sur le sac à pain, le kit d'hygiène, un duvet ainsi que des sous-vêtements. Plusieurs versions de ce sac à dos ont été réalisées. Celui-ci est une excellente reproduction de chez Xela39 que vous pourrez contacter directement via Facebook. Pour donner à manger à la mitrailleuse, il faut naturellement des munitions. Ainsi, notre chasseur a préféré s'épargner les caisses de transport et prendre directement une centaine de cartouches avec lui. Ce sont en fait 2 bandes de 50 munitions assemblées, certains maillons pouvant servir de connexion. Une amorce de bande est placée à l'extrémité pour faciliter son insertion dans la mitrailleuse. En plus d'une bande de 100 cartouches, notre chasseur a décidé de porter 2 chargeurs tambours supplémentaires dans un support appelé porte-trommel. Cela permet de transporter 50 cartouches supplémentaires par chargeur. Naturellement, le tireur n'est pas censé porter seul son emport en munitions. Un pourvoyeur est à disposition pour aider à porter tout ça. L'avantage des drums est qu'ils sont faciles à transporter, certains soldats les accrochant même au brelage. Inconvénient, 50 cartouches, ça part vite. Il faut donc manutentionner un peu plus souvent qu'avec une bande de cartouches, voire une boîte de munitions de 250 coups. La MG 34 est une mitrailleuse allemande introduite en 1934. Elle fut la première mitrailleuse polyvalente utilisable en rôle léger ou lourd. Chambrée en 7,92 par 57 mm Mauser, elle pouvait tirer jusqu'à 900 coups par minute. Précise mais complexe à produire, elle était partiellement remplacée par la MG42 à partir de l'année 42. Elle dispose d'un bipied, d'organes de visée rabattables au milieu et à l'avant de la mitrailleuse. Son canon était amovible également, permettant d'éviter les surchauffes. La MG34 fut utilisée sur tous les Panzers allemands en version embarquée, donc avec moins de trous d'aération, et ceci jusqu'à la fin de la guerre, sa cadence inférieure à celle de la MG42 lui permettant de chauffer moins rapidement. Elle pouvait avoir une crosse en bois, puis en bakélite, ce dernier matériau étant plus résistant au froid. C'est ici une reproduction d'Airsoft de la marque Viva Arms, dont vous pourrez retrouver le lien de l'unboxing en description. Petite particularité propre au Panzer Grenadier ainsi qu'au Goebbelsjäger, vous avez pu voir l'insigne de combat infanterie, malgré que notre homme soit chasseur, donc avec un liseré vert. Les chasseurs avaient la même décoration que l'infanterie classique. Par ailleurs, un pourvoyeur est naturellement nécessaire pour transporter les munitions et 1 ou 2 canons supplémentaires, avec éventuellement le trépied Lafette modèle 34. La parka était optionnelle en fonction des besoins et du temps, et fut remplacée à partir de 1942 par le blouson réversible à capuche ou Windbluse. On peut rajouter des accessoires spécifiques pour les chasseurs de montagne, comme le piolet, du cordage ou encore des mousquetons, mais cela dépendait des besoins sur le terrain, les soldats adaptant leur remport au relief. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et même à devenir souscripteur de la chaîne. Je remercie du fond du cœur la petite musette pour son soutien, vous pourrez retrouver différents articles que je porte ici dans leur boutique en Normandie. Merci également à Nordland 1944 pour son précieux soutien, chez qui vous pourrez retrouver de nombreuses vareuses et accessoires d'uniforme allemand. Merci également à Military Harbor, chez qui vous pourrez retrouver le pantalon ainsi que la Windjacke que je porte, tous les deux des reproductions d'excellente qualité. Et enfin, merci à Nestoff, chez qui j'ai pu acheter plein de petits matériels plus ou moins spécifiques. Vous pourrez retrouver les liens de toutes ces boutiques en description de cette vidéo. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres vidéos. Salut! Il y a un coin sur YouTube où l'histoire revue, où les récits de guerre ne sont jamais enfouis. Néo 035, c'est son nom, son étendard. Spécialiste de l'airsoft, il brille comme un phare. Passionné par la seconde guerre mondiale. Cette vidéo a une bande son. Tu n'as jamais vu avec Néo 035 chaque détail.